أنت لا تزال هناك لا تتردد في أسكت من العهد إذا كنت قد شاهدت الجزء الأول للتوي وإلا فقد تشعر بالإراك إذا أخذتني كمثالي فقد فكرت بالفعل لغتي اللاتينية. Je vous présente le parti Ba'ath, c'est de l'arabe et ça veut dire renaissance, comme le parti de Macron. Son drapeau est comme celui de la Palestine aux couleurs pan-arabes. Il est un peu comme Nasser dans le sens où il est de gauche, laïque, socialiste et pan-arabe, mais c'est son rival en ce qui concerne le pouvoir. Il dirige la Syrie et l'Irak à partir des années 60, mais c'est un parti très peu homogène et séparé en plusieurs factions. Par exemple, le dictateur syrien baathiste Hafez al-Assad à partir des années 70 est plus nationaliste, moins socialiste et va même jusqu'à soutenir les ennemis de Saddam Hussein, dictateur baathiste irakien, quand celui-ci est en guerre. La géopolitique contemporaine n'est pas binaire, elle est compliquée. Du fait de la déresponsabilisation croissante des pays arabes concernant la Palestine après la guerre du Kippour, l'Organisation de libération de la Palestine, abrégée OLP, est menée par Yasser Arafat et émerge depuis sa création en 1964. C'est à la fois une entité politique, qui est reliée à plusieurs partis dont le principal est le Fatah de Yasser Arafat, une entité militaire terroriste qui lutte avec les armes au nom de la reconnaissance de la Palestine et de la fin de l'occupation israélienne. L'OLP entre à l'ONU en 1974 en tant qu'observateur, représentant ainsi la Palestine étant donné qu'elle n'a pas d'État. Elle représente aussi en quelque sorte la transition entre le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Le Liban est un pays atypique dans la région. Contrairement aux 4 autres États sous mandat français, ainsi que le Hatay cédé à la Turquie en 1939, le Grand Liban ne fait pas partie de la Syrie à l'indépendance en 1943, mais forme un pays séparé sous le nom de Liban tout court. C'est le nom de la montagne au centre du pays. La France permet cette sécession stratégique parce qu'elle entretient depuis des siècles de très bonnes relations avec les chrétiens de la région, même si la population libanaise est très divisée religieusement. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les communautés, si vous la voulez vous pouvez appuyer sur pause, mais là on voit qu'il y a une courte majorité chrétienne, mais principalement des maronites, donc des catholiques d'Orient, avec une très importante minorité musulmane. Les débuts du Liban sont très prospères, c'est un pays tourné vers l'Occident, surnommé la Suisse du Moyen-Orient, et c'est une démocratie fondée sur un pacte communautaire, avec des postes réservés à certaines confessions. Par exemple, le président est un chrétien maronite, le premier ministre un musulman sunnite, le président de la Chambre des députés un musulman chiite, et le vice-président de la Chambre des députés un chrétien orthodoxe. C'est toujours le cas aujourd'hui. Cet équilibre se fragilise cependant du fait de plusieurs événements. Tout d'abord, des exodes de Palestiniens sunnites après la Nakba en 49 et la Naksa en 67. Ensuite, la crise de 1958 entre le président maronite Camille Chamoun, qui viole la constitution et est appuyé par l'armée américaine, et les arabo-musulmans qui veulent rejoindre la République arabe unie avec l'Égypte et la Syrie. Enfin, il y a l'arrivée de l'OLP au Liban qui mène des attaques et des actes terroristes contre Israël. Avant ça, l'OLP pratiquait en Jordanie, mais en menaçant le pouvoir. Alors le roi Hussein l'a chassé violemment pendant ce qu'on appelle le Septembre Noir en 1970. Le nom sera repris par un groupe terroriste pro-palestinien qui prendra en otage des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 et qui fera 17 morts, eux compris. Ces différents événements accroissent les tensions entre les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes qui forment à leur tour une courte majorité. Le 13 avril 1975, des Palestiniens ouvrent le feu à la sortie de l'église maronite Notre-Dame de la Délivrance, faisant 4 morts et blessant un représentant politique du parti Kataeb, ou en français, les phalanges libanaises. L'après-midi même, des militants de Kataeb fusillent des Palestiniens à l'intérieur d'un bus, faisant 27 morts. C'est le massacre du bus de Beyrouth qui marque le début de la guerre civile libanaise. Cette guerre civile, elle est bien garnie niveau belligérant. Regardez, il y en a trop par rapport au nombre de pixels que j'ai sur Paint, alors je vais citer que les principaux. Dans la première phase du conflit de 1975 à 82, les chrétiens de droite du parti Kataeb et de la milice Marada s'opposent aux sunnites palestiniens, principalement de l'OLP, qui sont alliés à des partis de gauche laïque comme le Parti social-nationaliste syrien PSNS, qu'à partir de maintenant je vais surnommer les loups-garous nazis, mais aussi alliés avec les Druzes du Parti social progressiste PSP et les chiites du mouvement Amal. Les camps sont relativement binaires pour l'instant, mais les interventions étrangères vont vite rompre ce jeu d'alliance. La Syrie intervient en 1976 pour soutenir les chrétiens avant de changer de camp. Kataeb devient anti-Syrie et Marada pro-Syrie. Ils se battent entre chrétiens. Israël déclenche l'opération Litanie en 1978 pour repousser derrière le fleuve du même nom au sud Liban les combattants palestiniens. Kataeb devient pro-Israël et Marada anti-Israël. Ils se battent entre chrétiens.
Le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 425 pour demander le retrait d'Israël et créer les forces intérimaires des Nations Unies au Liban, ou FINUL. Israël réintervient en 1982 lors de l'opération Paix en Galilée et va jusqu'à envahir Beyrouth pour chasser l'OLP qui part s'installer à Tunis. Bachir Gabayel, un chef de Kata'ab, est élu président et est assassiné avant même son investiture par un loup-garou nazi. En réponse, Kata'ab massacre des Palestiniens dans le quartier de Sabra et le camp de réfugiés de Shatila, faisant entre 700 et 3500 morts du 16 au 18 septembre. La zone était occupée par le général et ministre de la Défense israélienne Ariel Sharon sans qu'il ait tenté d'intervenir pour empêcher le massacre. Dans la seconde phase du conflit de 1982 à 90, Israël se retire petit à petit du Liban. 82, 83, 85... Le sud étant peuplé majoritairement de chiites, la milice Hamal se retrouve renforcée. De même pour sa nouvelle scission pro-Iran, le Hezbollah, littéralement le parti de Dieu. Il est fondé en 1982 et c'est un parti islamiste chiite, avec une branche armée considérée comme terroriste par l'Occident. Il prend le contrôle du sud du pays, au point de devenir durablement plus puissant que l'État militairement et institutionnellement. Le Hezbollah est anti-Syrie et Hamal est pro-Syrie. Ils se battent entre chiites, c'est la guerre des frères. De même, l'OLP, qui est revenu au Liban, est anti-Syrie. Le Front palestinien du salut national FPSN est pro-Syrie. Ils se battent entre Palestiniens sunnites, c'est la guerre des camps. La guerre se termine grâce aux accords de Taaf signés en 1989 par les députés libanais sous la médiation de l'Arabie Saoudite, du Maroc et de l'Algérie, et grâce à la capitulation du chef du gouvernement et des forces armées Michel Aoun face à la Syrie lors de la guerre de libération en 1990. Le Liban est placé sous tutelle syrienne et toutes les milices sont désarmées à l'exception du Hezbollah qui mène de 1985 à 2000 une guerre contre l'occupation israélienne. Il subira notamment l'opération Justice rendue en 1993 et l'opération Raisin de la colère en 1996 après avoir envoyé une cinquantaine de missiles sur le sol israélien. Israël se retire en 1999 et en 2000, toujours selon la résolution 425 du Conseil de sécurité, supervisée par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Néanmoins, Israël occupe, colonise et annexe une parcelle de 25 km² du Liban sur le plateau du Golan. Ce sont les fermes de Sheba qui seront utilisées comme justification par le Hezbollah pour de futures agressions. L'occupation et l'influence syrienne se terminent en 2005. Maintenant, c'est le moment où je... Islamisme consiste à prôner l'islam, la religion islamique, comme une idéologie politique. C'est pas forcément violent comme le terrorisme, qui est une méthode consistant à faire acte de violence afin de terroriser ses adversaires pour atteindre un but politique. Et les deux ensemble, ça peut faire le djihadisme, de djihad, guerre sainte en arabe, qui prône l'utilisation de la violence pour créer un état islamique comme à l'époque de Mohammed. En 1979, du côté de l'Iran, la révolution islamique porte au pouvoir l'ayatollah Khomeini, un chef religieux islamiste, chiite, pro-Hezbollah et anti-occidental, qui renverse la monarchie pro-occidentale gouvernée par le Shah et provoque un deuxième choc pétrolier. Le prix du baril fait plus que doubler. La même année, le sunnite et laïque Saddam Hussein monte à la tête du parti Ba'ath irakien et dirige l'Irak. Il mène une guerre contre l'Iran islamiste de 80 à 88 qui fait entre 680 000 et 1 200 000 morts civils et militaires. Elle s'arrête avec la résolution 598 du Conseil de sécurité de l'ONU. En 79, du côté de l'Afghanistan, débute la guerre entre le régime occupé par l'URSS et les Moudjahidines. Des rebelles islamistes soutenus par les pays étrangers, des islamistes armés par les USA lors de l'opération Cyclone. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Parmi ces combattants, il y a le djihadiste Oussama Ben Laden qui fonde l'organisation Al-Qaïda, la base en arabe, en 1988. D'autres moudjahidines, les talibans, prennent le pouvoir en 1996 et fondent un califat en Afghanistan dirigé par Mohammad Omar. Les deux sont des groupes islamistes, terroristes et djihadistes. Du côté des territoires occupés par Israël, débute en 87 la première intifada, littéralement soulèvement. Disait aussi la guerre des pierres parce que certains insurgés palestiniens, bien qu'ils soient alliés à l'OLP, ne sont pas armés et jettent des pierres sur les troupes d'occupation israéliennes qui sont, elles, très bien équipées.
Elle termine en 93 avec les accords d'Oslo. Le premier ministre israélien de centre-gauche et prestigieux général des guerres israélo-arabes Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP Yasser Arafat sont réunis pour signer un vrai traité de paix entre Israël et un acteur palestinien sous l'égide du président américain Bill Clinton. L'OLP renonce au terrorisme et reconnaît l'État d'Israël en échange de la création d'une autorité nationale palestinienne autonome. Sa première élection en 1996 donne vainqueur le Fatah et Yasser Arafat devient président. La Cisjordanie est séparée en 3 zones. La zone A, qui correspond aux villes importantes, dont la capitale Ramallah, contrôlée entièrement par l'autorité palestinienne. La zone B, qui correspond aux villes moyennes, contrôlées par l'autorité palestinienne et par l'armée israélienne. Et la zone C, qui correspond à la ruralité, la grande majorité de la Cisjordanie, toujours sous occupation israélienne. C'est sur cette zone C qu'Israël se focalise de plus en plus dans la colonisation, l'implantation illégale de populations juives depuis la guerre des 6 jours en territoire palestinien, dans le Sinaï jusqu'en 82 et dans le Golan, annexé unilatéralement depuis 1981. Israël annexe et colonise également Jérusalem-Est de manière à considérer la ville comme sa capitale depuis son annexion en 1980. À l'heure actuelle, tous les pays continuent de reconnaître Tel Aviv comme la capitale d'Israël, sauf quelques exceptions à partir du déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem par Donald Trump en 2017. L'autorité nationale palestinienne est chargée de préparer la naissance d'un État de Palestine, mais cela fait plus de 30 ans que cette indépendance de facto ne voit toujours pas le jour. Il faut prendre en compte l'occupation, la colonisation, la barrière de protection par Israël à l'intérieur de la Cisjordanie depuis 2005, mais aussi la séparation territoriale et gouvernementale qui empêche de réaliser la solution à 2 États prévue par la proposition 180 en 1947 et les accords d'Oslo en 1993, avec un État dédié aux Juifs et un État dédié aux Arabes. La paix des accords d'Oslo est très mal vue par la droite extrême droite israélienne du parti du Likoud d'Ariel Sharon et de Benjamin Netanyahou et par le Hamas, une organisation islamiste et terroriste palestinienne rivale de l'OLP, classée aussi droite extrême droite. Israël signe également la paix avec le roi de Jordanie Hussein en 1994, mais Yitzhak Rabin est assassiné en 1995 par un extrémiste israélien. Le Likoud et ses alliés deviennent majoritaires à la Knesset, le parlement israélien. Benjamin Netanyahou devient premier ministre en 1996. Une seconde intifada voit le jour en 2000 sans l'OLP. Les jeunesses palestiniennes s'engagent de plus en plus dans le Hamas et sont réprimées par Ariel Sharon qui est maintenant au pouvoir. L'intifada prend fin en 2005 avec notamment le retrait unilatéral des militaires et colons juifs dans la bande de Gaza, le blocus de celle-ci et l'élaboration de la barrière de protection, construite au-delà de la ligne verte qui correspond à la frontière définie par l'armistice de 1949. L'année d'après, des élections législatives de 2006 donnent vainqueur le Hamas. Il rentre en guerre civile avec le Fatah et conquiert le pouvoir dans la bande de Gaza en juillet 2007, de manière absolument séparée de l'autorité nationale palestinienne qui est gouvernée, elle, par le Fatah à travers le président Mahmoud Abbas élu en 2005. L'autorité nationale palestinienne n'exerce alors son pouvoir seulement sur une partie de la Cisjordanie. Elle n'a pas convoqué d'autres élections depuis 2006, mais dû à une plus grande reconnaissance internationale, elle utilise officiellement le titre d'État de Palestine depuis 2013. Le Kurdistan n'est toujours pas indépendant dans aucun des 4 pays qui l'occupent. La Turquie essaye depuis Atatürk de turquifier le quart de sa population qui est kurde. En réaction, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, commence une insurrection armée pour la reconnaissance du Kurdistan autonome en 82. La guerre est toujours d'actualité. En Iran, les Kurdes ne sont pas non plus reconnus. Ils subissent davantage de disparitions forcées et d'exécutions. En Syrie, les rebelles ont fondé un Kurdistan autonome de fait depuis 2012, au début de la guerre civile. Il est protégé par la coalition armée des forces démocratiques syriennes, mais il n'est pas reconnu de droit. On va revoir la guerre en Syrie plus tard. En Irak, le pays est divisé en 3 communautés. Les Arabes chiites majoritaires, les Arabes sunnites dont fait partie Saddam Hussein, qui répriment aussi bien les chiites que la 3e communauté, les Kurdes et leurs combattants, les Peshmergas. Ils ont mené plusieurs insurrections et ont obtenu un Kurdistan autonome, le seul reconnu officiellement depuis 2005, même s'il existait déjà depuis 1992. On va voir pourquoi cette date.